9 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Voici le sommaire. À la une de ce lundi 5 février, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 sous la présidence du secrétaire provincial. L'ordre du jour de cette session est l'installation des membres du bureau provisoire et l'élaboration du règlement intérieur. Le secrétaire général adjoint aux opérations des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a entamé une tournée dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix a échangé ce lundi 5 février avec le général Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Les deux hommes ont abordé les dispositions prises pour empêcher les rebelles du M23 de prendre la ville de Goma. Et enfin, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa dernièrement ont causé des dégâts énormes dans les quartiers Boadi avec un poteau de la SNEL qui est tombé sur une maison d'habitation vers Ngomba Kikusa. C'est plusieurs têtes d'érosion qui avancent à pas de géant. La population se contente des dons de sacs des personnes de bonne volonté pour freiner son évolution. Bonsoir. La séance inaugurale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, prévue pour ce lundi 5 février 2024 pour les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, récemment élus lors des élections générales du 20 décembre dernier. Une séance qui sera présidée par le secrétaire provincial de la ville qui aura pour mission d'installer le bureau provisoire à Kinshasa. 48 représentants sont attendus pour cette 4e législature. Dans l'entretemps, les administratifs de cette chambre délibérant accusent 15 mois d'impaiement et promettent de boycotter cette plénière. Regardez. La scène politique congolaise est marquée ce lundi 5 février 2024 par l'ouverture de la plénière inaugurale aux assemblées provinciales. À Kinshasa, sous la direction de Godin Poyi, les nouveaux élus se sont réunis pour installer le bureau provisoire. Cette étape est cruciale pour le bon fonctionnement de l'institution car elle permettra notamment la validation des mandats de députés et l'élaboration d'un nouveau règlement intérieur. Le bureau provisoire composé de l'élu le plus âgé et de 2 cadets a pour mission de s'atteler à plusieurs tâches afin d'assurer le bon déroulement des travaux parlementaires. Tout d'abord, il sera chargé de valider les mandats de députés nouvellement élus, une étape essentielle pour asseoir la légitimité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ensuite, il aura pour responsabilité de travailler à l'élaboration d'un nouveau règlement intérieur qui servira de cadre régissant le fonctionnement de l'institution. Outre cette première mission, le bureau provisoire sera également chargé de compter le chef coutumier, une démarche importante pour faire participer les différentes parties prenantes de la société congolaise à la vie parlementaire. Enfin, l'une des tâches les plus cruciales sera l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cet organe composé du président, des vice-présidents et des différents membres aura pour rôle de diriger et de représenter l'institution. La mise en place du bureau provisoire marque le début des travaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pendant ces temps à Lubumbashi, le député Jean Ladislas Umba, âgé de 74 ans, a été désigné ce lundi président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Il sera secondé par 2 secrétaires, à savoir Julien Kassania et Moïse Yamba, âgés tous de 31 ans. Et le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a entamé une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo, une tournée qui intervient au moment où la MONUSCO est en train de plier bagages, arrivé le jeudi 1er février 2024 sur le sol congolais pour une visite d'une semaine. Jean-Pierre Lacroix s'est d'abord rendu au Sud Kivu, puis au Nord Kivu où il s'est entretenu le lundi 5 février avec le général Peter Chirimwami, gouverneur militaire de cette province. Les deux hommes ont abordé les dispositions prises pour empêcher les rebelles du M23 de prendre la ville de Goma. Regardez.
Coordination aussi avec les autres acteurs, notamment la force de la SADC qui est en cours de déploiement, et souligner le fait que cette coordination était plus importante que jamais, d'autant plus que nous sommes engagés dans des opérations, notamment celles visant à protéger la région de Goma, avec un déploiement, un dispositif très important qui est sur place, et qui est encore une fois un dispositif conjoint avec les FARDC. Nous sommes en contact avec ces pays. Vous connaissez le processus de Luanda avec l'Angola à l'initiative. Vous connaissez le processus de Nairobi visant au désarmement des groupes armés. Il y a d'autres partenaires importants qui s'engagent avec de fréquentes visites dans la région à très haut niveau. Nous-mêmes, nous avons aussi un envoyé spécial de haut niveau pour la région des Grands Lacs avec laquelle nous travaillons. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement pour ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, et plus que jamais nous travaillerons ensemble pour que cette situation s'améliore significativement. Et dans l'actualité toujours, l'identification et l'octroi des cartes des magistrats lancés depuis le 31 octobre 2023 par le Conseil supérieur de la magistrature se poursuit sans désemparer. Le samedi dernier, c'était le tour des membres du Conseil supérieur de la magistrature de se faire identifier et recevoir leurs cartes. Cette double opération s'effectue dans le but de maîtriser les effectifs dans le secteur de la justice et améliorer sa gouvernance. Lancé le 31 octobre 2023 par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, la remise des cartes biométriques aux magistrats se poursuit sans désemparer. Elle marque une étape importante dans la digitalisation de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Cette carte est délivrée aux magistrats civils et militaires après qu'ils aient rempli des formalités administratives. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, le président de la République, pour les multiples réformes qu'il a opérées depuis son avènement à la magistrature suprême en 2018. Il a permis à ce que nous puissions, dans le secteur de la justice, avoir une nouvelle organisation. Des mises en place ont été effectuées. Des magistrats jadis revoqués ont été réhabilités. Et aujourd'hui, nous en arrivons à une carte. Cela voudrait dire que toutes ces réformes permettent à ce que les magistrats soient identifiés. Selon les initiateurs de cette double opération, la carte est sécurisée afin d'éviter sa falsification. Certaines données sont visibles, d'autres ont été codifiées pour des raisons de sécurité. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Je suis satisfait que ce projet soit arrivé au bout. Cette carte biométrique, c'est une carte que chaque magistrat, qu'il soit de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, qu'il soit civil ou militaire, il a cette carte. La carte n'indique pas son ordre, son lieu d'affectation. Toutes ces informations se trouvent cachées dans la puce qui est ici. Et cette carte sert d'identification de tous les magistrats de la République. C'est pour la première fois que le Conseil supérieur de la magistrature organise une telle opération. Cette innovation laisse une bonne impression aux détenteurs. Il faut dire que les impressions sont bonnes parce que pour la première fois, le Conseil supérieur de la magistrature va doter tous les magistrats d'une carte. Et c'est une innovation que nous voulons saluer et nous espérons qu'on va aller d'innovation en innovation. Le peuple congolais, au nom duquel la justice est rendue, veut justement que son appareil judiciaire soit modernisé pour plus d'efficacité.
On poursuit ce journal, mesdames et messieurs. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a inspecté le week-end dernier les travaux de montage de la grande roue de Kinshasa à la place de la gare dans la commune de la Gombe. Cette roue, construite sur une hauteur de 60 mètres, va faire la fierté et l'admiration de la ville de Kinshasa. Le premier citoyen de la ville, Jean-Tini Ngobila, a visité les travaux de montage de la grande roue de Kinshasa à la place de la gare située dans la commune de la Gombe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait savoir que ce lieu d'attraction va permettre à la population d'avoir des sensations assez fortes et d'avoir une vue panoramique de la ville de Kinshasa une fois au-dessus. À en croire le gouverneur Jean-Tini Ngobila, cette roue va servir également de référence pour la capitale RD congolaise, comme c'est le cas dans d'autres grandes villes du monde. Le gouverneur manager Jean-Tini Ngobila s'est dit satisfait des travaux déjà exécutés. Le plus important, c'est le travail et non des polémiques inutiles, car les gens qui travaillent ne font pas de bruit. Et puis en société, le quartier Ngomba Kikusa dans la commune de Ngalema est menacé par des têtes d'érosion qui ont endommagé et emporté plusieurs maisons abandonnées, voulais-je dire, à son triste sort. La population de ce coin a bénéficié d'un don de près de 550 sacs afin de lutter contre l'avancement de ces érosions qui menacent le complexe scolaire Mbadou. L'état de la route fait aussi saigner la bourse des riverains. Suivez ce reportage. Nous sommes au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngalema, où les habitants font face à une tête d'érosion qui a déjà emporté plusieurs habitations et menace cette école, le complexe scolaire Mbadou. Pour sauver cet établissement et le quartier, une personne de bonne volonté a disponibilisé à elle seule 550 sacs vides afin de freiner l'évolution de cette érosion. Sarah Adouaseni Tetawali est cette bienfaitrice qui essaye tant soit peu avec le moyen de bord de soutenir la population. Les jeunes de ces quartiers sont donc mobilisés pour se lancer dans le travail et remercie la donatrice. Deux pluies qui se sont abattues dernièrement dans ces quartiers, Boadi Ngomba Kikusa, a occasionné des érosions. Ce qui nous dérange le plus, c'est le coût de transport que nous déboursons pour atteindre l'UPN. Boadi, Massissi, Mbadou, pour UPN, nous payons jusqu'à 2000 francs, voire même 2500 francs pour la moto. Nous saluons la promptitude de maman Sarah Adouaseni qui a pensé à cette population. Alors que plusieurs élus sont venus par ici, mais personne n'est venu avec une solution palpable. Maman Sarah, fondation des SAT. Plusieurs candidats sont passés pendant la campagne, mais personne n'est revenu avec une solution. La population n'est pas due. Et dans ce même chapitre, les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la ville de Kinshasa ont occasionné la dégradation de la grande route qui mène vers le quartier Boadi et ont endommagé le poteau de la SNEL qui est tombé sur la résidence d'une dame qui lance un appel aux autorités craignant le danger pour sa famille. Suivez ce reportage de Vitem Panzou rendu par Ranta Luyela. Le quartier Boadi dans la commune de Ngalema est confronté à une dégradation de la route due à la mauvaise canalisation des eaux de la pluie. Cet état a endommagé le poteau de la SNEL qui a plongé tout le quartier dans l'obscurité depuis 5 jours. La population de cette partie de la capitale voit les dangers venir et lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Je suis la propriétaire de ces lieux. Le poteau de la SNEL qui est tombé après la pluie, près de chez moi après la pluie. Nous avions entrepris des démarches pour informer les autorités de la SNEL qui sont même venues pour constater. Malheureusement, aucune suite favorable. Nous avons peur. Ils attendent que les gens meurent ici pour les enterrer. C'est ce qui reste. Ces bétons risquent de tomber sur ma maison. Que ferais-je? Ils ne veulent qu'enterrer le mort et non pas préserver la vie. Qu'ils viennent vite enlever ces poteaux près de ma maison. Un autre problème, c'est l'érosion et le mauvais état de cette route. Nous interpellons les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Cette route est dégradée suite aux eaux de la pluie. Nous vivons dans la poubelle. La puissance des eaux est inquiétante à chaque tombée de la pluie.
La population de ce coin de la capitale ne sait à quel sens se vouer et n'attend plus que l'implication des autorités. En santé à présent, dans le cadre des festivités marquant les 20 ans de l'émission Télésanté, Médecine d'ici et d'ailleurs, une conférence a été organisée la semaine dernière sous le thème l'assistance médicale à la procréation par son initiateur, Archange Michel Kiapa, président de l'Union des journalistes communicateurs en santé, UJSA en sigle, aux cliniques des Anges sur l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala. L'assistance médicale à la procréation, tel a été le thème de la conférence organisée à l'occasion des 20 ans de l'émission Télésanté, initiée par Michel Kiapa dans la salle Havre de Paix du Centre d'assistance médicale à la procréation de la Clinique des Anges à Lingwala, en présence des journalistes communicateurs en santé, autres professionnels des médias et quelques professionnels de la santé. Dr Antoine Modia, médecin fertiliste, a de prime abord donné les causes de l'infertilité chez les deux partenaires, le bilan de l'infertilité du couple, le traitement de l'infertilité et a éclairci sur la différence entre l'infertilité et l'infécondité avant de donner l'explication de la fécondation naturelle et plusieurs techniques d'assistance médicale à la procréation. S'en est suivi les jeux de questions-réponses. C'est pour nous une aubaine de pouvoir passer l'information. L'information en ce qui concerne la prise en charge de couples infertiles. C'est un gros problème de société, un gros problème de santé publique. Nous avons voulu que vous puissiez venir vous rendre compte vous-même de vos yeux, de vos oreilles, par rapport à ce qui se passe dans cette organisation que vous connaissez, qui date de plusieurs années. C'est la Fondation des Anges avec ses cliniques des Anges. Et moi-même, en tant que médecin spécialisé en infertilité, c'est une joie de vous annoncer que aujourd'hui, dans notre pays et dans notre organisation, nous pouvons porter secours, nous pouvons résoudre les problèmes de ces couples infertiles. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement un problème de santé publique. Il y a 2 années, je travaille dans ce domaine où j'ai résolu les problèmes de pas mal de couples, mais il y a eu des moments où je m'arrêtais net parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire pour ces couples-là. Maintenant, nous avons la possibilité de pouvoir dire à ces couples, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Nous pouvons vous prendre en charge. Nous pouvons prendre en charge tout cas d'infertilité, quelle qu'en soit la cause, jusqu'à ce qui concerne les femmes ménopausées, il faut que je les dise. Les techniques modernes d'assistance médicale à la procréation, eh bien, vont de choses les plus simples comme l'insémination intra-utérine par conjoint par donneur, jusqu'à la fécondation in vitro via l'UXI, c'est-à-dire l'injection extracytoplasmique de spermatozoïdes dans le sperme. Les participants à cette conférence ont visité les différents services du complexe moderne de la Clinique des Anges avec des appareils sophistiqués avant de clôturer cette journée avec un cocktail et une photo de famille. Pour rappel, les techniques d'assistance médicale à la procréation sont venues révolutionner la prise en charge du couple infertile et redonnent l'espoir à ces hommes et femmes d'accomplir la loi divine qui dit « Puis il les bénit en disant « Multipliez-vous, peuplez la terre et dominez-la ». Prenant la page africaine à présent, le président Macky Sall a annoncé le samedi 3 février 2024 le report des élections législatives qui étaient prévues pour ce 25 alors que la propagande devrait commencer ce même jour où il a fait cette annonce. Il explique cette décision par une nécessité d'apaiser le climat et de lever le voile sur des différents problèmes qui existent entre les candidats et des accusations de corruption. Le chef d'État sénégalais a réitéré son engagement à ne pas se présenter aux élections. Nancy Kizumina. Le report de la présidentielle du 25 février a été annoncé par le président Macky Sall le samedi 3 février 2024 et la date pour la tenue de ces élections n'a pas été mentionnée. J'ai signé le décret abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral.
À Dakar, cette nouvelle n'a pas laissé la population sénégalaise indifférente. Pour certains, ce report est à l'avantage des pouvoirs en place. Du point de vue constitutionnel, cela veut dire du point de vue juridique, vraiment, je ne vois pas un argument pour puisse plaider ou justifier une telle décision. S'il le reporte, il ne peut pas le reporter éternellement. Tôt ou tard, il va falloir qu'on vote. Par ailleurs, c'est plutôt une bonne chose pour les partis de Karim Ouad et Ousmane Sonko, car ces derniers voulaient à tout prix le report de ces élections du 25 février. Tant que c'est un dialogue qui va aussi dans le sens d'améliorer le processus électoral, nous sommes preneurs. Il faut que très rapidement que l'élection présidentielle se tienne, disons dans des délais raisonnables. L'éventualité d'un report de la présidentielle était évoquée dans les pays bien avant la prise de la parole du chef de l'État. Une responsable du cas présidentiel proche du président, la ministre Thérèse Faye du Développement, avait notamment déclaré vendredi être pour un report pendant au moins 6 mois lors d'une interview télévisée. Le président de la Namibie, Hage Geingob, est décédé dimanche 4 février à l'âge de 82 ans, a annoncé la présidence dans un message publié sur les réseaux. Il s'agit d'une figure de l'indépendance et d'un ardent opposant au régime d'apartheid. Commentaire de Mika Moutaïta. Le président namibien Hage Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid, est mort dimanche 4 février à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer, a annoncé la présidence. Hage Geingob, élu président en 2014, est décédé en Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé après la découverte des cellules cancéreuses lors d'un bilan médical. C'est avec la plus grande tristesse et regret que je vous informe que notre bien-aimé Dr Hage Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui, est-il écrit dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux X, signée par le nouveau chef de l'État par intérim, Nangolo Mbumba, jusqu'alors vice-président. Élu une première fois en 2014, Hage Geingob avait été réélu en 2019 président de la Namibie, un pays semi-désertique d'Afrique australe, l'un des derniers États du continent à avoir accédé à l'indépendance en 1990. Hage était entouré de son épouse et de ses enfants au moment de sa mort à l'hôpital Lady Pohamba dans la capitale, a précisé le communiqué. Hage Geingob avait déjà connu des problèmes de santé, y compris avant son arrivée au pouvoir. En 2013, Et on parle sport dans ce journal. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations se sont achevés le mardi 2 février 2024 avec les éliminations de plusieurs grandes nations du football africain classées comme favoris de cette 34e édition de la CAN qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire et place à présent aux demi-finales. Voici les résumés de ce qu'a été les quarts de finale de l'AFCON 2023. Grosse sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 après le 8e de finale de la compétition la plus prestigieuse d'Afrique qui ne cesse d'engendrer de surprises avec les éliminations de grands favoris. Les quarts de finale de la CAN ont débuté le vendredi 2 février avec la qualification en demi-finale du Nigeria qui a éliminé l'Angola sur le score d'1-0. Dans la même soirée, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés après avoir battu par le score de 3-1 le Séli national de la Guinée. Le samedi 3 février, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, tombeur du Sénégal en 8e de finale, a éliminé les Aigles du Mali par 2-1 après avoir joué 120 minutes de jeu. Et les Bafana d'Afrique du Sud ont quant à eux éliminé les Cap-Vert lors de la séance de tir au but après s'être neutralisé sur le score de 0-8 partout. À l'issue de ces quarts de finale, la CAF a rendu public l'équipe type de ces quarts de finale. On peut noter la présence de 3 Léopards, les capitaines Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et Yohan Wissa. Notons également que les classements des équipes ayant pris part à cette Coupe d'Afrique, allant de la 5e place jusqu'à la 24e place, a été rendu public par la Confédération africaine de football. Le mercredi 7 février sera la dernière cadence avant la grande finale qui va se jouer le dimanche 11 février prochain. La RDC sera face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud va se frotter au Super Eagles du Nigeria. Mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres de ce journal.
L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 sous la présidence du secrétaire provincial. L'ordre du jour de cette session est l'installation des membres du bureau provisoire et l'élaboration du règlement intérieur. Le secrétaire général adjoint aux opérations des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a entamé une tournée dans l'est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix a échangé ce lundi 5 février avec le général Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Les deux hommes ont abordé les dispositions prises pour empêcher les rebelles du M23 de prendre la ville de Goma. Et enfin, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa dernièrement ont causé des dégâts énormes dans les quartiers Boadi avec un poteau de la SNEL qui est tombé sur une maison d'habitation vers Ngomba Kikusa. C'est plusieurs têtes d'érosion qui avancent à pas de géant. La population se contente des dons de sacs des personnes de bonne volonté pour freiner son évolution. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.